Docteur Colonel, bonsoir et bienvenue sur le plateau d'À vous la parole. Bonsoir Stéphane, et je vous dis que c'est un plaisir renouvelé que d'être toujours sur ce plateau et assister Info TV pour le décryptage de l'actualité. Et maintenant, je suis au centre de cette actualité. Oui. Et je pense que nous sommes prêts à faire ce petit parcours, un bond, dans le passé, dans le présent et peut-être dans l'avenir. Alors, docteur Badjek, la première halte, ou alors la première interrogation, c'est justement à l'heure où toute la République vous implore de vous taire. Pourquoi est-ce que vous prenez la parole ce soir? Bien, ça, ce sont des gens qui ne comprennent pas le concept de la communication de crise. Une prise de parole est justifiée par le volume de son audimat. Vous ne pouvez pas faire que la rumeur domine aujourd'hui la parole à près de 85% d'audimat et qu'une personne est clouée au pilori et que vous demandez à cette personne de se taire. Ça ne peut pas être possible. Alors, j'ai même entendu certaines personnes dire qu'il fallait qu'il y ait un débat contradictoire depuis que l'on me salit, depuis l'étranger. Est-ce qu'il y a eu une contradiction possible? Non, il y a des gens qui ont la pensée unique et qui la reprochent à d'autres, mais qui peuvent gérer les lignes éditoriales comme ils l'entendent. Ils peuvent salir un homme de mon âge, 65 ans, 5 fois grand-père, marié avec des enfants. Alors je trouve qu'aujourd'hui, il faudrait mettre une halte à cela. Nous avons suffisamment ici au Cameroun encaissé ce genre de situation qui ne reflète pas, n'est-ce pas, d'une communication, je veux dire, sérieuse. Oui. Il faut être capable de pouvoir dominer avec peut-être une agence qui est liée à la communication, à l'information, et que, par la suite, certains détails de ce genre puissent être avérés, vérifiés, et qu'on puisse les mettre à disposition du public. Donc, Didier Badjek n'a aucune intention de se taire. Non, je ne me tais pas aujourd'hui. Je ne me tais pas aujourd'hui, pas pour ceux qui me calomnient. Oui. Non, c'est pas pour eux que j'accepte cette émission. J'accepte cette émission d'abord pour mon épouse, pour mes enfants, pour les membres de mon église Saint-Esprit d'Envolier, pour tous mes followers et des millions de spectateurs qui aiment ce que je fais. Vous savez, il y a une balance aujourd'hui. Est-ce qu'il a fait, est-ce qu'il n'a pas fait? Mais au rang de mes amis, il est sûr qu'ils savent que rien n'a été fait. Aujourd'hui, il s'agit de combattre une délation, donner la part de vérité. Pourquoi est-ce que c'est à moi que ça arrive? Il y a une situation, un contexte, et on va fixer le contexte. Et on va voir comment est-ce que ça s'est dégradé. Malheureusement, moi, je ne suis pas né de la dernière pluie. Alors, docteur Badjek, vous n'êtes pas né de la dernière pluie, mais vous êtes quand même né quelque part. Le grand public connaît bien évidemment le militaire, mais très peu connaissent l'homme. C'est vrai que à l'introduction, vous avez donné quelques bribes justement de qui est Didier Badjek. Est-ce qu'on peut encore en savoir plus? Parce que ça saute aux yeux que vous avez un phénotype qui est assez particulier. Qui est Didier Badjek? Bien, je suis né le 5 avril 1961, là. J'ai 65 ans bien sonné. Et que j'ai passé une petite partie de mon enfance au Congo-Brazzaville. Et nous sommes arrivés ici en 1972. Oui. Et que comme jeune enfant, j'avais également des préférences. J'avais une vision de mon avenir. Et que j'ai eu la chance, moi tout petit, de rêver d'être pilote. Et je suis peut-être l'une des rares personnes à avoir rêvé de faire quelque chose dès l'âge de 6 ans et d'être arrivé à faire ce métier. Je dois dire que nous avons eu beaucoup de difficultés dans cette intégration. Même dans l'intégration de l'armée de l'air aujourd'hui, ça n'a pas été facile. Et je pense que j'ai pu faire face. J'ai fait une formation de pilote au départ. Je suis rentré. La chance aussi que j'ai eue, c'est que je n'ai jamais travaillé au niveau que mon grade m'autorisait de travailler. Dès que je suis rentré, j'ai été immédiatement coopté après l'école militaire interarmée, dans le cadre de la promotion ouverture et démocratie. Eh bien, j'ai été coopté rapidement par des grands officiers de l'état-major. On a refusé systématiquement que j'aille à la base, continuer ma progression au niveau du pilotage.
Eh bien, j'ai travaillé avec des gens comme le colonel Nono qui m'a beaucoup appris. Ensuite, le colonel Moyo, que je salue ici en passant. Oui. Le colonel Moyo, le colonel Nono est vraiment mon père. Et par la suite, le général Yakana m'a pris. Et j'ai beaucoup appris de ce général. Lorsqu'il me prenait, il était colonel. Par la suite, j'ai travaillé avec le colonel Mohabel. Et à la fin, à l'état-major, avec le général Moumha Jean Calvin, pour ensuite aller au cabinet du ministre. J'ai eu une carrière exaltante. Bon, il y a certains de mes délateurs qui disent que c'est une carrière de bureau. Oui. Que non. J'ai travaillé dans un service... Un officier supérieur qui ne connaît pas les affres du terrain, un officier supérieur assez climatisé, entre guillemets, qui n'a pas connu les affres des périls que connaît la République au nord-ouest, à l'extrême nord. C'est ça. Oui. Je dois donc vous dire que je suis un officier de l'armée de l'air. Je fais partie du personnel navigant. Ça, c'est d'abord la première chose. Donc, le personnel navigant, c'est opérationnel. Je dois également vous dire, de manière très claire, que j'ai fait l'école de feu à Bakassi, avec le capitaine Koji, paix à son âme, qui est devenu général par la suite. Oui. Nous regardions les zones qui étaient justiciables de tir. Moi, j'étais responsable de tir air-sol et lui sol-sol. Je dois dire que j'ai encadré sur le plan de la communication toutes les guerres. Celle qui a commencé en 2014, portant la communication des armées. Vous avez encadré au bureau ou vous étiez sur le terrain? C'était sur le terrain, j'ai fait plusieurs descentes avec, et puis c'était opérationnel. Lorsque vous avez des éditoriaux à faire, vous avez une émission à piloter, ce n'est pas le bureau. Nous descendions sur le terrain, nous avons envisagé également le maintien de l'ordre renforcé parce que, comme je l'ai toujours dit, il n'y a pas de guerre dans le sud-ouest et le nord-ouest. Et par la suite, il y avait les grands enjeux, la lutte, n'est-ce pas, de la perception de notre armée camerounaise en contexte de conflictualité. Oui. Nous avons dû combattre. Et c'était un combat qui n'était pas facile. Et je dois dire, pour votre information, que je suis officier de l'ordre de la valeur et j'ai pu également obtenir, n'est-ce pas, la plus grande distinction militaire, n'est-ce pas, pour un officier, ce qui est la croix de la valeur militaire. Et signé des propres mains du chef des forces armées. Alors, si c'est cela qui fait que je suis un officier de bureau, soit je ne sais pas ce que c'est qu'un officier opérationnel. Je dois vous dire aussi, pour votre information, que nous étions avec notre équipe les premières personnes à porter le drapeau. Je me souviens, vous demanderez cela au colonel Adek, planter le drapeau du Cameroun à Ida Bato, lorsque le conflit de Bakassi a trouvé une issue. Je me suis même fait piquer par un scorpion. Donc, il faudrait que les gens parlent de ce qu'ils connaissent. Je ne viens pas ici pour faire l'étalage de ce que j'ai fait. J'ai servi mon pays avec honneur et fidélité, avec un engagement à nul autre pareil. Et je dois vous dire que pendant toute ma carrière, de élève officier, sorti de l'école militaire interarmes, dans le cadre de la promotion Ouverture et Démocratie, qui est l'une des meilleures promotions de l'école militaire interarmes, où j'étais 3e de la promotion, j'ai reçu mes épaulettes du feu ministre Amadou Ali. Je dois vous dire qu'il faudrait comprendre une chose qui est fondamentale. Nous avons donné de notre vie. Nous avons vu des morts. Je vous invite à appeler M. Allega ou alors Grégoire Djamaïla. Nous avons été pris une fois dans une embuscade à Kumba. Si je n'étais pas là, ils mourraient tous. Ils vous diront comment je me bats quand je suis sur le terrain. Alors, toutes les sirènes que vous écoutez, des gens qui n'ont aucune consistance, qui viennent vous raconter les choses de l'armée, arrêtons un peu. Parlons des vraies choses. Laissons les gens dans leur poulailler et parlons des choses savantes de l'armée camerounaise. Et je dois vous dire que l'armée camerounaise, nous allons construire cette épopée de cette armée parce que je suis en train d'écrire dessus. Alors, docteur Badjek, vous évoquez justement l'armée camerounaise. Il y a un épisode aussi sur lequel abondamment vous êtes revenu et qu'on souhaiterait que vous reportiez à la mémoire de ceux qui nous regardent, c'est les réformes. Puisque de façon millimétrée, ce sont ces réformes-là, votre perception de ces réformes-là qui vous valent, entre guillemets, cette saillie médiatique, des réformes
justement portée par le chef des armées Paul Biya. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que ces réformes-là ont été salvatrices pour l'armée du Cameroun et que justement la perception autour de l'armée a changé grâce à ces réformes? Déjà, je vais vous dire que je parle des questions de défense avec autorité. Mon mémoire, ma thèse doctorale porte sur l'architecture de paix et de sécurité en Afrique face aux menaces asymétriques, une démarche constructiviste. Et j'ai eu ce doctorat avec une mention très honorable. Je connais les armées africaines, je connais les armées camerounaises, Oui. l'armée camerounaise. Et je dois vous dire que cette réforme est venue à temps. Mais en 2001, elle n'est que l'aboutissement d'une réflexion. Parce que dans le discours que le président de la République prononçait en 2000, à Ngaoundéré, il exhortait déjà à l'armée de changer, d'envisager un changement de stratégie et que l'armée camerounaise devrait s'adapter à son temps. C'est comme ça que les réformes arrivent en 2001. La réforme arrive en 2001. Beaucoup de gens ne la comprennent pas. C'est ainsi également qu'il y a une commission qui passait de garnison en garnison pour expliquer cet outil, en réalité qui était un outil en mouvement, qui était basé sur 3 éléments fondamentaux, 3 piliers. Il y avait le rajeunissement, il y avait la professionnalisation et il y avait l'équipement de force. Et je dois vous dire que sur le plan conceptuel, l'armée camerounaise a bâti un effet majeur sur ce qu'on appelle l'interarmisation. Oui. Et cette interarmisation a permis qu'au niveau territorial, on puisse atteindre la valeur maximale opérationnelle des forces face à n'importe quel conflit. Il faudrait savoir également que cette réforme a bâti l'armée camerounaise sur une configuration polymorphe. Une configuration polymorphe, c'est pour ça que l'armée camerounaise réussit à combattre dans la savane, dans la forêt, dans les zones montagneuses et dans les zones lacustres. Alors là, vous évoquez un plan stratégique, un positionnement pour l'armée camerounaise, mais est-ce que la condition même du soldat a changé via cette réforme? La réforme est arrivée en 2001. Les premiers conflits que nous avons eus, n'est-ce pas, arrivent aux environs de 2008-2010, qui sont multiformes. Donc ça veut dire qu'il y a une vision dans la consolidation stratégique de cette réforme. Pourquoi voudriez-vous ne pas apprécier ce qui est bien fait? Je pense que, très sincèrement, dans le domaine de la construction de la défense, c'est l'une des œuvres les plus parfaites du magistère du chef de l'État. Et ça, si je dis ça, ça énerve certaines personnes, ce n'est pas de ma faute. J'ai fait l'exégèse du chef de l'État dans la création de son armée et dans la consolidation de son armée. Et j'ai oublié ce document que je vous promettais. Lors du 50e, il me semble, j'avais écrit un peu, de façon séquencée, tout ce que le chef de l'État avait fait pour l'armée camerounaise. Je suis un chercheur. Je peux parler avec autorité, n'est-ce pas, de cette armée camerounaise aujourd'hui. Et j'ai vécu les plus grands moments. J'ai vécu la guerre contre le conflit Bakassi, qui n'était pas une guerre, et fort heureusement, encore là, sur le plan diplomatique, vous savez que, n'est-ce pas, la paix qui a été signée a été l'œuvre des 2 grands chefs d'État entre le président nigérian et le président camerounais. Nous continuons dans la construction de cette guerre, de cette armée, qui n'avait pas été un seul jet. Non, avant ça, après 84, on a essayé de faire des états-majors centraux, alors que il y avait un commandement avec une coordination. L'état-major, ça donnait déjà un autre aspect conceptuel de l'armée camerounaise. Et ça a été peaufiné pour qu'en 2001, on ait une armée qui se base sur l'interarmisation. Et c'est ce que vous voyez. C'est un outil dynamique. Pourquoi? Parce que ce qui a été fait, ce qui a été créé en 2001, a pu progresser au fil du temps en fonction de la menace, en fonction des enjeux, en fonction des défis. Laissez-moi vous dire autre chose, monsieur Stéphane, qui me soit permis aujourd'hui de parler de l'armée camerounaise comme chercheur. C'est ma participation à la défense populaire parce que je ne suis plus un officier d'actif. Alors que certaines personnes puissent avoir le courage de ne pas être complexé quand je parle de quelque chose que je connais. Parce que des fois, on me dit, pour qui? Ah, est-ce qu'il veut revenir chef de division de communication? C'est fini. Je suis le directeur général d'une entreprise, d'un cabinet de prospective sécuritaire. Et vous savez très bien que ce cabinet est prolixe.
je viens de créer le RCB, le référentiel chrysogène de Badjek. Donc, quand on me laisse je parle aujourd'hui, ce n'est plus pour moi. C'est pour la postérité, c'est pour les cadets. Je n'ai aucune velléité d'obtenir quoi que ce soit lorsque je parle de mes frères d'âme et je parle de la défense camerounaise.